C'est certainement une défaite pour les francophones de la Saskatchewan et de l'Alberta, il n'y a aucun doute. Il faut souligner quand même que ça n'affecte pas les droits acquis des francophones manitobains, donc ça ne change pas le statut du français au Manitoba comme tel. Ce que les gens, les francophones de Saskatchewan et de l'Alberta essayaient de faire, c'était de rétablir le français comme langue officielle dans ces deux provinces-là. Et la Cour suprême a statué aujourd'hui que effectivement ce droit-là n'est pas constitutionnalisé, il n'existe pas dans la Constitution canadienne. En prenant cette décision-là, la majorité des juges de la Cour suprême, parce qu'il y a eu quand même une opinion minoritaire, c'était 6-3, la majorité a indiqué que la loi de 1870, c'était la loi sur la terre de l'Upper et des territoires du Nord-Ouest. C'est une loi qui avait été adoptée en même temps que l'acte du Manitoba de 1870. Alors, il y a eu une constitutionnalisation des droits linguistiques francophones et anglophones dans l'acte du Manitoba de 1870, mais on ne retrouve pas la même terminologie dans le décret de 1870 qui concerne la terre de l'Upper et les territoires du Nord-Ouest. Alors, c'était ça le fondement de l'argument de Caron et Boutet, et finalement, la Cour suprême a rejeté cet argument-là. Mais il faut dire que la minorité, les 3 juges qui n'ont pas accepté l'argumentation de la majorité, en est arrivée à la conclusion absolument contraire. Elle a dit, et il y a 2 mots qui sont essentiels, c'est le mot « droits acquis », les mots « droits acquis » qui se trouvent dans le décret de 1870. Alors, tout le débat est autour de la signification du terme « droits acquis ». Est-ce que ça inclut les droits linguistiques ou non? La majorité a dit non. Il n'y a rien qui indique dans le décret lui-même de 1870 que les droits linguistiques étaient inclus dans ce terme-là, droits acquis, alors que la minorité des juges dit au contraire, droits acquis, il faut prendre le sens ordinaire du mot. Ça comprenait les droits linguistiques établis à l'époque dans les territoires du Nord-Ouest. Je pense que c'est plutôt une façon d'interpréter les lois. C'est une interprétation étroite qui s'en tient beaucoup plus à la lettre de la loi, que ce soit une loi adoptée au 19e siècle ou au 20e siècle, ou même au 21e siècle. On va s'en tenir strictement de plus en plus au texte de la loi tel que rédigé. En d'autres mots, il faut respecter la volonté du Parlement en toute chose. Alors, c'est une philosophie juridique, je dirais, qui, évidemment, qu'on retrouve plutôt chez les conservateurs, il faut bien le dire, plutôt que, par exemple, une approche plus innovatrice par rapport aux lois, une approche plus créatrice. Et la Cour suprême a bien dit dans son jugement, ce n'est pas à nous de créer de nouveaux droits à partir de textes plus ou moins nébuleux. Donc, on va s'en tenir strictement à ce que dit la loi de 1870, dans ce cas ici, le décret de 1870. Pas d'interprétation généreuse dans ce cas-ci. Il faut dire que ce n'était pas complètement inattendu. Hein. Il y a quand même un certain nombre de juristes qui disaient c'est pas le Manitoba ici, parce que l'acte du Manitoba est clair, était clair, l'article 23 en particulier, et l'article 22 qui concernait aussi les droits religieux. Alors ça, c'était inscrit dans l'acte du Manitoba. On ne retrouve pas ça dans le décret de 1870, et encore moins, évidemment, dans les textes de loi du début du 20e siècle qui ont créé spécifiquement la Saskatchewan et l'Alberta. Il faut prendre comme point de départ la position de la majorité des juges de la Cour suprême du Canada, qui a dit que le Parlement savait exactement ce qu'il faisait dans la question des droits linguistiques, parce que le Parlement, à l'époque, a adopté l'acte du Manitoba en 1870 et y a inscrit des droits linguistiques très précis, basés sur l'article 133 de la Constitution du Canada de 1867.
La Cour dit aussi qu'il n'y a pas eu de négociation en ce qui a trait à la terre de Rupert et au territoire du Nord-Ouest, c'est-à-dire ce qui restait, l'immense territoire qui restait à l'extérieur du Manitoba. Le Manitoba était très petit à l'époque. Alors, la question qui se pose, c'est avec qui est-ce qu'on aurait pu négocier? Parce qu'il n'y avait pas vraiment une population très évoluée en Saskatchewan et encore moins en Alberta à l'époque. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'il se soit référé à cette notion-là de négociation. Parce que c'est vrai que l'acte du Manitoba est le résultat d'une négociation entre Louis Riel et ses délégués à Ottawa et le gouvernement fédéral. C'est clair qu'il y a eu une négociation et la Cour suprême le souligne, avec raison. Mais elle dit en même temps qu'une telle négociation aurait pu avoir lieu pour établir spécifiquement les droits linguistiques pour le reste du territoire. Et cette négociation-là n'a pas eu lieu. Ben non, elle n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur à l'époque. Alors, c'est très simple. Et là, pour corriger le tir, il faut retomber sur des arguments historiques. Et moi-même et d'autres ont développé en long et en large l'argument historique qui dit que dès le début du développement moderne des territoires modernes, c'est-à-dire au cours des 3 ou 4 derniers siècles, les francophones étaient là les premiers. Et la langue française était déjà implantée. Et encore une fois, on retourne à ce concept de droits acquis. Est-ce que les francophones et les métis avaient des droits à l'époque, des droits linguistiques acquis? La minorité, les 3 juges qui dissidents de cette décision-là, disent que oui, il faut lire ces droits-là de façon, les droits acquis de façon large et de façon qu'ils comprennent les droits linguistiques. Et la majorité a rejeté cet argument-là.